Merci de nous rejoindre sur Les Monts Bleus pour cette émission spéciale dédiée à l'intelligence artificielle. On sait que l'été commence, vous êtes peut-être déjà en train de vous détendre. À quoi vous sert l'intelligence artificielle? Est-ce que ça vous sert pour une recette de cuisine, pour savoir comment vous habiller ce matin? Est-ce que ça vous sert au travail ou dans d'autres domaines un petit peu plus poussés, bien que vous soyez expert ou non? On va essayer d'avoir des regards très différenciés et experts sur la question, sur l'intelligence artificielle, car en ce moment, Genève est au cœur de cette question avec un grand événement cette semaine. C'est de mardi à vendredi. Ça se passe à Palexpo et ça s'appelle AI for Good. On peut le traduire comme l'intelligence artificielle au service du bien social ou du bien commun. C'est à Palexpo et c'est organisé par l'Union internationale des télécommunications. Et Xenia Fontaine est avec nous. Elle va nous expliquer ce dont il est question et ce dont il sera question à Palexpo, où vous êtes d'ailleurs conviés pour suivre cet événement qui est tout à fait majeur. Comment les acteurs de l'intelligence artificielle travaillent-ils et comptent-ils à nous apprendre pour des questions assez globales comme la sécurité, la souveraineté ou encore la gouvernance? Que se passe-t-il dans le secteur de la santé, dans le monde professionnel, également dans notre vie citoyenne ici à Genève? Eh bien, c'est ce qu'on va savoir avec nos invités. Parmi eux, le professeur Antoine Gensbeller, qui vous êtes du pôle IA pour la santé au HUG et Université de Genève. Vous êtes médecin, chercheur et pionnier de l'IA médicale en Suisse. Et puis, vous avez inauguré l'année dernière, en 2025, le pôle IA pour la santé au HUG. À vos côtés, et j'en ai parlé tout à l'heure, Xenia Fontaine, bonjour. Bonjour. Vous êtes de l'Union internationale des télécommunications, ITU ou IUT pour les francophones. Vous êtes la voix de l'IA pour le bien commun à l'ONU et ici à Genève. Vous avez également à Davos ou encore lors du sommet de Paris sur l'intelligence artificielle ou à l'Assemblée générale des Nations Unies. À vos côtés, Carlos Ballester, vous êtes directeur de l'intelligence artificielle chez Waskey SealSQ. C'est un groupe qui est spécialisé depuis 25 ans dans la confiance numérique. On verra que ce qu'on appelle les certificats Racine, qui sont des clés de sécurité, sont équipés dans des milliards d'équipements. Vous nous direz pourquoi c'est vraiment majeur et important. Et puis, que se passe-t-il du côté de l'État de Genève, qui travaille depuis longtemps sur ces questions? Raphaël Tiedra est avec nous. Vous travaillez à l'Office cantonal des systèmes d'information et du numérique, l'OCSIN, et vous êtes chercheur et mathématicien. Donc, on aura des regards vraiment très complet sur cette question d'intelligence artificielle. Je vais commencer avec vous, Xenia Fontaine, parce que dès ce mardi et jusqu'à vendredi se déroule à Palexpo AI for Good. Alors, c'est un événement qui avait démarré dans les années 2015-2020, en 2017, c'est ça? 2017, oui. Il y avait combien de personnes au démarrage de cet événement? Nous avons accueilli 400 personnes. Et cette année? Et cette année, on espère avoir plus de 12 000 personnes venant de 170 pays du monde entier. Donc, c'est un événement vraiment global, très international. Voilà, preuve que le sujet, depuis l'avènement de ChatGPT et puis les autres qui sont arrivés depuis, fait que l'intelligence artificielle maintenant est partout, tout le monde en parle et ça a un très très fort intérêt. Et c'est en même temps une rampe de lancement avant un grand événement dont on connaîtra la date ce mardi, qui va se passer à Genève. De quoi s'agit-il ? Il s'agit du dialogue de la gouvernance mondiale qui a lieu aussi cette semaine à Genève. En fait, cette semaine, elle est vraiment importante pour la ville parce que la ville devient le point de rencontre mondial sur l'intelligence artificielle. On va accueillir les chefs d'État, les décideurs politiques, mais aussi les scientifiques phares, les dirigeants des grandes sociétés, les représentants des Nations Unies, la société civile, la jeunesse et même les artistes. Et le dialogue sur la gouvernance posera vraiment une question, une des plus importantes de notre époque. Comment gouverner l'intelligence artificielle qui soit inclusive et au bénéfice pour tout le monde? Le dialogue sera convoqué par l'Assemblée générale des Nations Unies et animé par le secrétaire général des Nations Unies. Et juste après, on aura le sommet AI for Good qui va essayer vraiment de traduire ces principes de gouvernance en pratique, dans les actions concrètes. Et là, vous allez voir l'IA en action qui déjà se manifeste dans la santé, dans les secteurs de l'éducation, le public, etc. On va en parler tout à l'heure et puis on sera présent sur cet événement dont Les Monts Bleus est partenaire tous les soirs après le téléjournal de mardi à vendredi. C'est quand même assez compliqué de mettre d'accord sur la même ligne près de 194 États quand on sait qu'il y a deux mastodontes, la Chine, les États-Unis, qui sont vraiment très forts en intelligence artificielle. Il y en a d'autres en Europe, en Suisse aussi. Comment est-ce qu'on fait pour accorder tout le monde? Bon, c'est un challenge, hein? Tout à fait, c'est un challenge, mais vous savez, l'UIT a toujours un atout, c'est d'avoir cette approche pragmatique
avoir surtout l'objectif d'avoir l'interopérabilité des technologies. L'interopérabilité des technologies. Ça veut dire que quand on produit des normes internationales, sur l'intelligence artificielle notamment, il s'agit de l'expertise technique, du dialogue et du consensus. Par exemple, quand vous utilisez votre téléphone portable, vous appelez vos parents ou vous regardez un film, en fait, vous déjà bénéficiez des normes internationales développées par les pays. Très concrètement, si on a un plus 41 de vos numéros de téléphone, c'est code par pays, exactement, 41 pour la Suisse. C'est l'UIT qui a créé tout ça, qui a standardisé tout ça. Et donc, oui, allez-y. Et donc maintenant, je peux juste finir, l'IA devient la phase suivante du développement des normes à l'UIT. Des standards qui, justement, très concrètement, sont très importants. Carlos Ballester, vous qui êtes directeur de l'IA chez WiseKey SealSQ, pour tous les objets connectés, notamment, c'est très important que les fabricants, les utilisateurs, les pays prennent en charge tout cela. Hein. Exactement, c'est super important. Et après, on parle vraiment de la confiance numérique, vraiment. Alors, la confiance numérique, c'est un sujet assez invisible, je dirais. Mais par contre, il est présent dans notre vie. Voyons pas ça ou pas. Un exemple très facile, quand on interagit avec notre banque par biais de le navigateur, et qu'il y a cette petite cadenas dans le navigateur. Là derrière, il y a un certificat digital qui sécurise et qui prouve cette identité de ce site et que c'est bien votre banque et pas clairement un imposteur. Et derrière ça, il y a ce qu'on appelle une racine de confiance. C'est une autorité de certification qui a pour but de valider et vérifier tous ces certificats émis par tous ces sites. Et bien sûr, pas seulement pour des sites, mais pour des objets connectés, comme votre voiture, comme votre compteur intelligent à la maison, ou comme pour des capteurs médicaux. Alors, vous parliez justement des banques, ça marche bien aujourd'hui. En revanche, ces sécurités-là, notamment pour les cartes bancaires, pourraient être menacées demain. Et je fais une petite incise concernant les ordinateurs quantiques qui pourraient, en un rien de temps, casser les codes. C'est vrai, ça ? C'est vrai, c'est plutôt vrai. Et il faut être ici honnête avec les spectateurs. Et je vais essayer de le faire simple. Aujourd'hui, la sécurité dont on s'appuie pour des communications sécurisées encryptées entre nous et notre banque, ou la sécurité que c'est dans une carte bancaire, est chiffrée par biais de la cryptographie classique, que c'est tout simplement un code mathématique très difficile à casser par un ordinateur aujourd'hui classique. Ça prendrait en gros milliers ou millions d'années pour les casser. Alors on dort tranquille, parce que si quelqu'un prend cette information aujourd'hui, il n'y a pas de moyen de le décrypter. Demain, avec la nouvelle vague de technologies et les ordinateurs quantiques, qui va être milliards ou des millions de fois plus puissant qu'aujourd'hui les ordinateurs classiques, casser cette cryptographie va être question de dizaines ou de milliers de secondes. Alors là, on dort moins tranquille, parce que si quelqu'un prend cette information, il ou elle va être en mesure de la décrypter. Mais heureusement, aujourd'hui aussi, on pose déjà la base et les moyens pour développer de nouvelles cryptographies résistantes à les attaques quantiques, dont, par exemple, WiseKey et SealSQ déjà intègrent dans leur puce électronique et dans les certificats numériques pour être sûr qu'aujourd'hui, on sécurise déjà la donnée de demain. Pourquoi faut-il faire attention à nos données, pas seulement pour notre argent et pour les activités bancaires, également dans le domaine de la santé. Professeur Gesbeler, ces données pour la santé, il paraît que sur le dark web, je ne vais pas dire que ça vaut de l'or, mais ça vaut quand même cher. Notre dossier santé, on sait combien ça c'est monétisé ? Alors, il y a des chiffres qui circulent et qui augmentent avec le temps. Donc, on est aujourd'hui à peu près à entre 100 et 200 dollars le dossier d'une personne, le dossier médical d'une personne. Donc, vous êtes en train de me dire que si on récupère votre dossier personnel ou le mien, ça peut se monétiser par des gens sur le dark web ? Voilà. À ce prix-là. Absolument. Bon, alors, en général, on n'en achète pas qu'un seul, parce que l'idée, c'est d'acheter ces données alors, pour différentes motivations, celle de pouvoir reproduire la personnalité de la personne, ou bien d'entraîner des algorithmes. Et là, on parle évidemment de milliers, voire de centaines de milliers de dossiers médicaux qui pourraient se trouver. C'est pour ça que les hôpitaux sont régulièrement attaqués. Absolument. Il y a des cyberattaques. Donc, notre hôpital est attaqué des dizaines, voire des milliers de fois par jour, par différents types de menaces. Et donc, on doit mettre en place des systèmes, des pare-feux extrêmement résistants pour éviter que nos données puissent être exposées. Alors, pardonnez ma question peut-être d'une extrême naïveté, mais pour quel but à quoi ça sert en fait d'aller voler des données personnelles de santé de millions ou de milliers de gens ?
je ne connais pas toutes les motivations des personnes qui font ça, mais bien sûr, il y a toute la question du crypto-locking, c'est-à-dire de crypter les données et de pouvoir revendre la clé qui permet de les décrypter et donc de fonctionner. Il y a des hôpitaux qui ont dû arrêter de fonctionner parce qu'ils avaient été attaqués de cette manière-là. Il y a la possibilité de voler les données et de les revendre à des buts malfaisants. Il y a toutes sortes de motivations et des motivations probablement de déstabilisation politique aussi, puisqu'il y a un certain nombre d'attaques qui viennent probablement d'États qui nous sont hostiles. Donc il y a, je pense, différents types de motivations. Le fait est que nous avons pour mission, et comme on est tenu par la loi, de protéger les données qui nous sont confiées, qui sont des données personnelles, qui sont des données sensibles, de les protéger contre toute divulgation, contre toute modification, contre toute appropriation. Et donc ça fait partie du travail des professionnels de la santé, ça fait partie du travail des hôpitaux que de mettre en place les infrastructures qui peuvent résister à ces attaques. Et si on vous parle de ces cyberattaques, c'est parce qu'évidemment, elles sont devenues plus faciles pour ceux qui les pratiquent avec les modèles les plus avancés d'intelligence artificielle qui peuvent développer des stratégies pour attaquer toutes ces bases de données. Raphaël Tiedra, du côté de l'État de Genève, vous faites également très attention à tout cela. Il n'empêche que l'innovation compte. Et j'ai été très étonné quand j'ai découvert le nombre d'applications qui ont été développées par l'État de Genève. Je pensais que je me trompais dans le chiffre. Plus de 1500 environ ou... Oui, tout à fait. Donc à l'État de Genève, l'innovation ne date pas d'hier. On développe et on porte un nombre élevé d'applications, c'est à peu près 1500. Et des systèmes de données, on en a plus de 6000 qui hostent, qui hébergent les données des citoyens de manière sécuritaire sur des infrastructures du canton de Genève. Également le site ge.ch avec toutes les plateformes, les démarches administratives qui est très fréquenté. Oui, il est énormément fréquenté et peut-être qu'on en parlera plus tard. Il y a un projet autour du site ge.ch de l'interfacer avec une IA générative souveraine pour que dans le futur, les citoyens puissent le requêter de manière plus naturelle, en langage naturel, et chercher de manière plus intelligente sur le site de l'État de Genève. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez constaté que dans les pratiques, les gens prennent l'habitude de l'usage des interactions avec les intelligences artificielles et que ça va devenir plus pratique pour tous ceux qui ne sont pas forcément familiers avec tout ce qui est digital ou informatique, d'interagir avec ces bases de données numériques? Ça va dans les deux sens. Donc, à l'État de Genève, on a une volonté d'inclusion numérique. Donc, on va garder les voies d'accès naturelles, téléphone, Internet au sens moteur de recherche usuel, guichet physique où on peut interagir avec des êtres humains. Mais on se tourne aussi vers le futur et on est obligé de le faire. Donc, on va essayer de plus en plus de déployer des outils qui peuvent garantir une plus grande disponibilité, par exemple, quand il s'agit d'outils d'intelligence artificielle. Alors justement, quand on développe des intelligences artificielles locales ici pour Genève et pour les Genevois, est-ce qu'on peut se passer des mastodontes de l'intelligence artificielle? Alors, on parlait des GAFAM pour le numérique il y a quelques temps. Maintenant, c'est, je crois, les Mangos. Je ne sais pas si vous avez entendu cet acronyme. Mangos, ce sont les lettres évidemment de Meta, Anthropic. C'est le modèle de Claude, Nvidia pour les cartes, les GPU, Google, OpenAI, c'est ChatGPT ou SpaceX. Donc Mangos. Est-ce qu'on peut se passer de ces mangues internationales, qu'elles soient chinoises ou américaines, et avoir des modèles complètement souverains ici, suisses? La réponse de l'État de Genève est différenciée sur ce sujet. On a une approche pragmatique. Ça veut dire que pour certains projets, certains services qui touchent tout un bassin de population, on parle d'un demi-million de citoyens, des milliers d'entreprises, on doit faire appel à ces grands groupes, mais quand on le fait simplement sur des données publiques, non sensibles. Lorsqu'il s'agit de services dédiés à des services précis pour la population, leurs données sont impératives pour nous, alors on le fait sur des outils souverains développés en interne, sur des infrastructures en interne, sur le canton de Genève. C'est vrai qu'il y a des modèles aussi qui ont besoin de grosses infrastructures de data centers ou des modèles qui ont été entraînés à des niveaux très élevés et qu'on n'a pas forcément à disposition à quelques kilomètres ou quelques centaines de kilomètres d'ici. Dans ce cas-là, ce n'est pas un souci, car la technologie offerte est possible. Il y a tout ce qu'on appelle le développement open source, ça veut dire des softwares, comme ces grands modèles que vous avez cités, les Claude, les Llama, les choses fournies par les grandes entreprises d'intelligence artificielle. C'est aussi développé de manière ouverte, auquel cas on peut utiliser ces modèles et les déployer sur notre infrastructure pour pouvoir, dans la mesure du possible, être en contrôle de toute la logistique
depuis l'utilisation du modèle jusqu'au service à la population. Ça veut dire qu'on peut bénéficier de ces avancées technologiques en ayant une utilisation qui soit plus souveraine, plutôt que d'interagir avec des serveurs qui sont peut-être aux États-Unis ou dans d'autres pays. Oui, clairement. On n'interagit pas avec des serveurs quand il s'agit de données sécuritaires des citoyens. Cette question de la souveraineté, est-ce qu'elle est au cœur des débats également internationaux sur l'intelligence artificielle? Est-ce que beaucoup d'États se disent finalement j'aimerais bien avoir quand même le contrôle sur mes données et sur les interactions avec les modèles d'IA? Tout à fait. Il y a une grande question qui est surtout centrée sur l'accès à l'intelligence artificielle, aux données et aussi à l'infrastructure. Et ce qui est très important à noter, c'est que chaque pays qu'on voit, avec qui on travaille dans le monde entier, ils ont une approche très particulière. Il y a certains qui investissent vraiment dans l'IA, par exemple, dans le secteur de santé, parce que pour dépister les maladies précoces dans les endroits où il n'y a pas de médecin. Il y a d'autres pays qui investissent surtout dans l'éducation pour donner l'accès à l'éducation dans les zones rurales, ou les autres qui privilégient les services publics. Et ce qui est important de noter, c'est surtout au sommet de l'IA, la discussion elle est autour du fait comment on peut développer l'IA qui peut répondre aux questions et aux problèmes plutôt locaux. Ça veut dire sans utiliser la technologie disponible dans certaines régions qui est déjà concentrée, mais vraiment avoir le focus avec les données, par exemple en Afrique, pour les solutions africaines, ou en Asie, avec les données de l'Asie et les solutions locales. Professeur, je voulais que ça vous faisait réagir. Oui, je pense à ce coup de semonce qu'on a reçu il y a quelques semaines, quand l'exécutif américain a bloqué l'accès international à un des modèles les plus avancés. Et je pense que là, vous parlez de Fable, du modèle de exactement, Mythos. Alors, il se trouve qu'à la veille de l'enregistrement de cette émission, il a été rouvert. Oui. J'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière parce que c'était ouvert. Je me suis dit, tiens, je ne vais pas louper les quelques heures de fenêtre pour voir ce qu'on peut coder. Mais bon. Pose la question quand même de est-ce qu'on est encore maître de l'utilisation de ces outils dont on va devenir, et c'est une chose à laquelle il faut être extrêmement attentif, de plus en plus dépendant. À partir du moment où on est dépendant de ces outils et qu'on n'en a pas le contrôle, notamment des modèles les plus avancés, là on a un vrai problème, et c'est un problème de souveraineté qui doit se poser à l'échelle nationale, à l'échelle continentale, de savoir si on veut se donner les moyens de pouvoir maîtriser nos propres outils, alors qu'aujourd'hui, il y a une sorte de duopole américain et chinois que vous mentionniez tout à l'heure. Et ça, je pense, c'est quand même un vrai souci, sachant la dépendance progressive dont on va être victime d'une certaine manière à ces outils. Alors on verra dans la deuxième partie de cette émission quelles sont les conséquences, les applications dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'emploi, dans notre vie quotidienne, dans nos démarches administratives. Mais c'est une excellente question que vous soulevez là, et j'aimerais vous la poser à tous justement. Qu'est-ce qu'on délègue et qu'est-ce qu'on ne délègue pas à l'IA? Et finalement, est-ce qu'on ne se laisse pas un petit peu entraîner par ces solutions qui sont très séduisantes parce qu'elles accomplissent des tâches qu'on n'imaginait pas possibles il y a encore quelques années, quelques mois, peut-être même quelques jours pour certaines d'entre elles. Comment se pose cette question qui est un peu philosophique, un peu éthique, mais qui mérite d'être posée en tant que citoyen, en tant que professionnel aussi? Quel est votre avis là-dessus? Alors, je pense qu'elle se pose bien sûr au niveau éthique et philosophique, mais elle se pose aussi de manière très concrète. Il y a les premiers articles qui sortent dans le domaine médical qui montrent que des personnes qui ont pris l'habitude d'utiliser une IA, quand on arrête l'accès à cette IA, sont moins performantes qu'avant qu'elles utilisent l'IA. C'est ce qu'on appelle le de-skilling, ou la perte de compétences liées à l'utilisation de l'IA. Et ça, suivant les compétences nécessaires, en particulier les compétences techniques, si on les perd en utilisant l'IA, ça pose un problème de fond sur comment est-ce qu'on forme, comment est-ce qu'on garde les gens à des niveaux de performance qui font qu'ils ne sont pas totalement dépendants de ces IA. Donc ça, c'est en tout cas un premier exemple très concret, aujourd'hui documenté, d'un des effets secondaires, si on peut dire, d'utiliser l'IA, qu'on a documenté avec d'autres technologies avant. Mais là, on touche à des compétences extrêmement avancées. Là, on parle de capacité de détecter des tumeurs en faisant une endoscopie. Ce n'est pas des choses qui sont faire du calcul mental. On touche vraiment au cœur de compétences extrêmement avancées et dont on voit que les personnes qui sont exposées à l'IA, si on ne fait pas attention, vont progressivement perdre les compétences qu'elles avaient avant. Carlos Ballester, dans votre secteur de la sécurité informatique, j'imagine que l'IA aide énormément à sécuriser les réseaux et les systèmes. En revanche, qu'est-ce qu'on délègue, qu'est-ce qu'on ne délègue pas
pour des raisons de sécurité aussi. Oui, c'est clair. Et l'IA, je suis complètement persuadé, et bien sûr, et par mon parcours professionnel, ça doit être comme ça. Je suis persuadé que c'est une aide incroyable. Ça peut accélérer complètement la sécurité informatique et des autres sujets différents. Alors, le débat ici, c'est dès que l'IA prend des décisions sans aucun type de surveillance et qu'il n'y a pas un humain involucré dans la décision et que ça touche ou que ça peut impacter la vie, par exemple, d'une autre personne, son futur, son avenir, ou qu'il y a un enjeu éthique majeur dans cette prise de décision, il faut toujours, pour moi, la ligne rouge se pose là. Il faut toujours avoir une personne humaine qui reboot cette décision et qui s'approprie de cette décision et qui décide vraiment si l'IA a fait correct ou tort. Il faut mettre la ligne là, pour moi. Raphaël Tidra, justement, à l'État, quand vous innovez, quand vous créez des outils digitaux avec l'aide de l'IA notamment, ou peut-être même des IA proprement parlé, est-ce qu'il y a des moments donnés où vous vous dites finalement là, ça va peut-être aller trop vite ou trop loin, il faut peut-être un petit peu mettre une pause, reculer, observer, c'est des questions qu'on se pose aussi? Évidemment, c'est des questions qu'on se pose, mais nous, à l'État, on estime que c'est à nous de fixer le rythme. Évidemment, comme vous l'avez rappelé avec votre anecdote du modèle anthropique, qui est une fois fermé, une fois ouvert, le marché va trop vite pour le suivre au jour le jour, donc on fixe le rythme sur un principe de retour sur investissement. On veut aider nos collaborateurs à les alléger leur charge de travail et fournir des nouveaux services aux citoyens. Donc on fait toujours en ayant un but, un développement IA. On ne fait pas de l'IA pour l'IA. Donc en ce sens-là, on fixe le rythme. Et évidemment, comme a dit notre autre invité, M. Ballesteros, avoir un être humain en phase décisionnelle, ce n'est pas une mesure, c'est une obligation à l'État de Genève. Donc, ce que fournit pour nous les outils d'IA, quels qu'ils soient, rédactionnels, du diagnostic ou autre, c'est toujours un avis, un indicateur sur lequel l'expert métier fournit la décision finale. Xenia Fontaine, est-ce que dans les discussions qui ont lieu cette semaine à Genève, ces questions-là sont aussi au cœur de la question? Parce que c'est vrai qu'il y a un effet d'emballement autour de l'intelligence artificielle. Je me mets à la place des téléspectateurs, certaines d'entre eux ou d'entre elles qui ne sont pas familiers avec tout ça. Ça fait un peu peur. C'est comme une vague qui arrive qui est très très rapide, qui prend beaucoup de place. Tout à fait, et je dirais que cette question a vraiment une nature double. Parce que d'un côté, si vous regardez les dernières statistiques, plus de la moitié des travailleurs seront obligés de se réinventer dans les prochaines années. Ça veut dire qu'il y a un risque de perte d'emploi, mais il y a aussi un risque de réinvention et de la création de nouveaux emplois. On voit aussi que l'IA peut créer vraiment un fossé de l'inégalité entre les pays. Comme je dis tout à l'heure, il y a des pays qui ont déjà l'accès à cette technologie, les autres, ils commencent seulement à le développer. Donc la question se pose, où est-ce qu'on investit? Est-ce qu'on investit aux compétences et à l'accès à l'IA inclusive pour nous assurer qu'en fait, il y a des formations de l'IA qui sont proposées? Par exemple, à l'UIT, nous avons lancé la coalition en compétences de l'IA pour le but vraiment de démocratiser l'accès à l'éducation de l'IA. Parce que dans toutes ces questions, il faut vraiment savoir apprendre, pas seulement utiliser ces technologies dans la vie de tous les jours, parce qu'on l'utilise bien sûr déjà même dans nos téléphones, mais surtout de comprendre quels sont les risques et les bénéfices. Et puis, il y a l'autre côté de cette question vraiment positive. On croit vraiment que l'IA peut transformer la vie de la société. Encore une fois, si vous prenez l'exemple de l'Afrique, ils n'ont pas eu besoin de passer du téléphone fixe au mobile. Ils ont tout de suite adopté la culture des portables. Et on voit que ça vraiment peut aussi venir avec l'accès à l'intelligence artificielle. Alors, question courte et réponse courte également pour chacun d'entre vous. Est-ce que la question dont parle Xenia Fontaine de la formation, de l'information au niveau de l'IA, vous la constatez autour de vous? Parce que c'est vrai, là, on parle avec beaucoup, vous êtes des experts de la question, mais est-ce que la plupart des gens avec lesquels vous interagissez dans votre travail ou dans votre travail sont suffisamment informés? Est-ce qu'on est suffisamment armé pour vivre avec l'IA? La réponse est non. Je parle cette fois-ci en tant que doyen de la faculté de médecine et donc on charge de former les médecins de demain. Ces enjeux-là doivent changer la manière dont on enseigne la médecine, non seulement pour la maîtrise de l'intelligence artificielle, mais aussi pour réfléchir ce qu'on doit encore apprendre aujourd'hui à l'ère d'une intelligence artificielle qui va être ubiquitaire. En quelques secondes, parce qu'on va marquer une pause, vous constatez ça également? Oui, clairement. Je pense que même si dans le domaine technique, il y a plus de monde qui est à l'aise avec l'IA, quand on déploie de l'IA, je dirais qu'un 10-15%, c'est vraiment le déploiement.
85%, c'est de l'éducation et de la formation, vraiment. Raphaël Tidra. Tout à fait, je partage cette opinion. Nous, on a des discussions constantes avec l'Office de formation professionnelle pour développer des formations spécifiques autour de l'IA, car on a une cohorte de collaborateurs qui sont des milliers d'employés et on veut les faire monter en compétences. Des questions qu'on va se poser dans quelques instants sur l'aimant bleu. Est-ce que l'IA va remplacer ou accompagner votre médecin dans les prochaines années? Est-ce que l'IA va petit à petit piquer des tâches de travail que nous accomplissons, peut-être même carrément notre emploi? Eh bien, qu'est-ce que ça va changer également dans notre vie quotidienne? On va en parler dans un tout petit instant. C'est la suite de Genève, l'IA en débat avec nos invités. À tout de suite.